Bonjour à tous, je suis Julien Bottella, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. On va se projeter un petit peu sur le métier de testeur manuel et puis sur une prédiction qu'on a eue depuis pas mal d'années déjà. On nous annonçait que le test manuel allait disparaître et encore là, avec l'IA, on a forcément de nouvelles questions qui viennent se poser. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à participer dans le chat, à poser des questions. Je tâcherai d'y répondre à la fin ou par mail si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Vous trouverez aussi un enregistrement du webinaire suite à la session. Je vous demanderai si c'est possible aussi de venir remplir et répondre au questionnaire de fin de webinaire. Donc, pour introduire le sujet, on nous dit depuis longtemps, j'ai entendu beaucoup dans notre métier, le test manuel va disparaître et c'est assez cyclique. Ça fait une quinzaine d'années, alors peut-être même plutôt 20 ans, où avec l'arrivée de l'automatisation, avec le fait que l'on ait de plus en plus de projets sur lesquels on est une CI/CD, avec l'arrivée de DevOps, on nous dit bon, le test manuel va disparaître, mais il est toujours là. Et d'ailleurs, on va aussi se poser la question par rapport à l'IA. Est-ce que c'est encore une fois une question où on anticipe cette disparition du test manuel, qui est une question à tort ou pas. On va faire un petit retour en arrière. Pour accélérer les cycles de livraison, on a mis en place des CI/CD, on a profité des nouveaux frameworks qui sont de plus en plus pratiques pour venir automatiser. Donc, on avait Selenium au départ, on a maintenant du Cypress, du Playwright, etc., etc. Donc, on a bien mis ça en place. On exécute des tests maintenant sur les projets en continu. On pousse vers de plus en plus d'automatisation, mais voilà, on voit que les tests sont rapides, fiables, passent à l'échelle, permettent d'accélérer sur les projets. Maintenant, euh, la question qui est arrivée derrière, c'est vu qu'on a tout ça, est-ce qu'on peut se passer des tests manuels? Et la question est assez logique en fait. Mais en pratique, un test automatisé coûte très peu en général à exécuter, mais il y a un vrai coût derrière de production, mais surtout de maintenance de ce test automatisé. Donc, on arrive là sur un souci potentiel. Donc, quand on veut automatiser, OK, mais il faut vraiment que ça vaille le coup de le faire. Et aussi, on a en pratique des tests qui sont plus volatiles. On va avoir des fonctionnalités qui évoluent, qui sont assez jeunes potentiellement et qui sont en constante évolution. On a des problèmes de sélecteur, d'ID sur les interfaces et selon le framework qu'on utilise aussi, qui rendent la stabilisation des tests assez compliquée. Et puis, on a des spécifications qui peuvent bouger très vite sur des parties qui sont pas encore tout à fait stables de nos applications. Donc, peut-être que des fois, automatiser trop tôt, c'est créer une dette un petit peu trop tôt. Donc, certains tests doivent rester manuels le temps que l'on vienne les exécuter plus régulièrement. Et puis, il faut pas négliger aussi l'apport du testeur manuel qui, en plus de ce que fait l'automatisation, est capable d'aller vérifier l'expérience utilisateur, qu'il y ait bien une cohérence visuelle, que le ressenti utilisateur est bon. Et ces vérifications sont difficiles de toute façon à automatiser. Et donc, on voit bien que l'apport humain est très important à ce niveau-là. Et donc, tout ça fait qu'en réalité, on se retrouve souvent dans des cas où on a quasiment 80% des tests fonctionnels qui restent exécutés manuellement sur les projets. Et donc là, ça, c'est un fait. Quand on a ce pourcentage-là, on peut vraiment dire que le test manuel n'est pas mort. On garde toujours sur nos projets une grande part de ces tests manuels. Il n'est pas mort, mais il continue de poser forcément quelques soucis. Si on veut accélérer le rythme des releases, si à chaque itération, par exemple, on a en fin d'itération des tests d'acceptation manuels à réaliser, on vient créer un temps d'exécution incompressible.
On a beau avoir euh, pas mal de testeurs, on va vite avoir de toute façon un temps qui est incompressible et qui peut ralentir la release. Et ces testeurs, à chaque fois, donc nos QA, qu'ils sont en train d'exécuter des tests, donc de cliquer dans des champs, sur des boutons, remplir des champs, etc. Ils passent beaucoup de temps sur des tâches sur lesquelles ils n'ont pas forcément une très forte plus-value. Ils ont beaucoup plus de plus-value sur du test exploratoire, par exemple, ou pour venir augmenter la couverture des tests. On nous remonte aussi pas mal qu'on a beau être très consciencieux dans notre métier, on peut laisser passer des erreurs puisqu'on peut avoir une baisse d'attention quand on exécute les mêmes tests régulièrement. On peut avoir, par exemple, un écran qu'on voit très souvent et se dire ah bon, celui-là je le connais, il passe. On passe à l'étape suivante et on va laisser passer une régression qu'on n'a pas vue. Et enfin, on a des équipes avec des membres d'équipe qui ont des niveaux plus ou moins seniors en tant que testeurs, mais aussi sur le métier de l'application. Et donc, ça va amener à avoir des résultats et des vérifications qui sont plus ou moins précis. Donc, on va avoir des vérifications qui peuvent être hétérogènes selon les personnes qui exécutent le test. Donc voilà, on voit qu'il y a ces problèmes, parmi d'autres, hein, qui sont liés aux tests manuels. Euh, mais du coup, est-ce que l'IA pourrait nous aider spécifiquement pour l'exécution de ces tests manuels? On vient à poser cette question puisque on se rend bien compte qu'on a des avancées avec l'IA sur beaucoup de sujets. On vient optimiser les user stories. On entend parler des 4 amigos, par exemple, avec des sessions dans lesquelles un agent IA vient questionner les 3 amigos et donc devient le 4e amigo pour raffiner les user stories. Et à partir de là, générer des scénarios de test. À partir du moment où ces scénarios de test sont générés, on va pouvoir décider de les automatiser euh, et de les maintenir forcément. Et là, de l'IA aussi vient aider sur ces tâches-là. Mais là, ce que l'on va voir, c'est une façon alternative de procéder, c'est de venir directement exécuter les scénarios tels qu'ils sont rédigés, quand ils sont rédigés en langage naturel, et de pouvoir les exécuter directement. Et pour ça, je vais prendre une analogie. Moi j'ai acheté un robot tondeuse. Alors l'image ne s'affiche pas. Je vais rafraîchir. Hop, tac. Donc voilà, j'ai acheté un robot tondeuse. On va prendre cette analogie parce que ça va vous parler pour ce que je vais expliquer. J'ai eu un setup très simple. Avant, il fallait un setup très compliqué pour mettre ça en place. Là, je l'ai télécommandé comme une voiture téléguidée. J'ai fait le tour de mon jardin et c'est tout. Ce robot tondeuse, je garde le contrôle en permanence. Je peux définir où il tombe, quelles sont les zones. Je lui donne des limites. Hein, je veux éviter qu'il tombe de mon potager et mes fleurs. Et en permanence, je peux vérifier le résultat. Il y a une carte qui vient me montrer où il est passé et je peux regarder tout simplement ma pelouse si elle est dans l'état que je souhaite. Euh, il travaille de façon autonome. Mais il me dit exactement ce qu'il fait. Il me rapporte où il est passé, s'il est bloqué, etc., etc. D'ailleurs, s'il est bloqué, je peux l'assister s'il a un souci, et puis je peux lui dire maintenant, la prochaine fois, ici il y a un obstacle, tu passes pas par là. Donc, mais on a vraiment quelque chose de nouveau avec ce type de robot, et du coup, ça a énormément de gains. Je m'économise. Alors, certains adorent tondre. Mais là, quand même, je m'économise une tâche qui pour moi est rébarbative et un peu fatigante. Et du coup, je peux utiliser mon temps sur des tâches à plus forte plus-value pour moi. Donc, m'occuper du potager, réagencer le jardin, etc. Et des fois même me poser sur ma terrasse et le laisser le regarder travailler. Donc, ça, c'est vraiment un apport. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que on peut faire un parallèle. Si on avait un robot, et donc là, on parle bien d'agent IA, qui se chargeait de mon exécution. Si on fait le parallèle avec le robot tondeuse, on garde le contrôle.
Donc, on choisit les zones et les limites à tondre. Ben, de notre côté, on choisit quel test à déléguer à l'agent IA. On s'économise une tâche un peu rébarbative, tondre. Ben là, suivre un scénario exact, faire des clics, des remplissages de champs, c'est pas forcément la partie la plus intéressante du métier de testeur. Donc on vient réduire cette tâche et puis la peine liée à cette tâche. On peut contrôler le résultat au fur et à mesure. Donc là, on a des cartes avec les zones qui sont tendues. Côté test, on va voir le compte rendu de l'exécution. On fait des contrôles visuels sur les captures d'écran. On va avoir des captures d'écran. Donc, on va vérifier que tout s'est bien passé, de la même manière qu'on irait vérifier que tout a bien été tondu. Et du coup, sur ce qui n'a pas été très, très bien fait, sous les haies, au bord des murs, etc., là, on va pouvoir passer les tests résiduels manuellement, s'il y en a, et on verra, il y en a de moins en moins. Et donc, tout ce qui n'a pas pu être réalisé par l'agent ou qui nécessitait aussi mon œil d'expert humain, hein, je vais pouvoir faire des vérifications visuelles additionnelles, par exemple, sur les captures d'écran. C'est ce qui n'a pas pu être fait par l'agent. Là, mon œil humain va venir compléter. Et quand mon robot tondeuse est bloqué, la pente est trop raide, on a un obstacle, etc. Ben, de la même manière, un agent IA testeur peut manquer de contexte. Par exemple, pour réussir à exécuter, peut ne pas trouver comment accéder à une fonctionnalité, par exemple, sur l'application sous test. Donc, on peut là venir débloquer le robot et l'agent IA. Et du coup, j'utilise mieux mon temps. Ça, c'est vraiment le bénéfice, hein, c'est de pouvoir dégager du temps pour ajouter de la plus-value. Hein. Si je peux réagencer mon jardin, si je peux euh, m'occuper du potager au lieu de tondre, ben là, de la même manière, en tant que testeur, est-ce que je pourrais pas passer plus du temps sur du test exploratoire, hein. On sait que c'est une tâche à très haute valeur ajoutée, augmenter la couverture des tests existantes, etc., etc. Donc le parallèle, c'est vraiment celui-là. C'est est-ce qu'on pourrait se décharger de ce qui est rébarbatif pour le faire faire par un agent. Et donc pour ça, on a des agents IA, hein, on en a beaucoup entendu parler. Euh, un agent IA, du coup, c'est un système d'IA, mais qui est non pas uniquement un LLM, mais qui a aussi des capacités. Et c'est des capacités de planification. Il va pouvoir percevoir son environnement, et ce qui nous intéresse ici, c'est l'interface graphique, hein, finalement. Et il va avoir des outils, notamment, qui vont lui permettre d'interagir avec cette interface et une mémoire. Je suis passé par là, j'ai pu ouvrir cette page, etc. C'est une mémoire courte et long terme. Et spécifiquement, un agent GUI, donc sur l'interface graphique, a les outils pour manipuler l'IHM. Et ce qui nous intéresse, c'est que c'est comme un humain. Donc, c'est venir faire des clics, des remplissages de champs, visuellement aller vérifier des choses, etc., etc. Et donc ça nous intéresse puisque si on veut venir assister le test manuel, autant avoir quelque chose qui se comporte le plus proche possible d'un humain. Mais c'est pas que un agent GUI. Pourquoi? Parce que si on prend un agent générique, on va euh, risquer qu'il prenne trop de liberté. Si on vient donner à un agent générique un objectif, il va réussir très souvent à réaliser l'objectif, mais en prenant des chemins potentiellement détournés, il va prendre beaucoup de liberté. Ici, on parle bien d'agent testeur. L'agent testeur, pourquoi? Parce que on doit respecter scrupuleusement l'intention du test. Donc, le but, c'est de ne pas sortir du scénario et de l'intention du test qui a été rédigé par le testeur et de bien se conformer au scénario qui a été défini pour réaliser le test. Et donc, là, le parallèle, c'est que j'ai pas trop envie que mon robot tondeuse passe par mon potager et vienne tout saboter ce que j'ai fait. On peut donner des barrières et un scénario à suivre et l'agent testeur doit rester dans ces limites-là. Et de là est né Linka. Linka, c'est un agent et c'est plusieurs agents qui vont nous permettre d'exécuter
des tests manuels. Donc sans scripter, sans retoucher les tests manuels, hein, on vous demande pas de code ni de no code. Le but, c'est vraiment de venir prendre les actions résultats attendus en langage naturel tels qu'ils existent dans votre référentiel et de pouvoir lancer les tests. L'avantage, c'est que on peut les lancer quand on veut, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, on a une première intégration que je vais vous montrer, Jira Cloud X-Ray, mais on a d'autres moyens de pouvoir utiliser Linka. Et le but, c'est que, comme mon robot tondeuse qui vous dit par où il est passé, ce qu'il a déjà tondu, etc., ce qu'il a réussi à faire ou pas, on veut la même chose avec Linka, c'est qu'il nous explique et qu'il nous donne les preuves de l'exécution, ce qu'il a réalisé, et des captures d'écran, notamment au moment des résultats attendus pour prouver qu'il a bien exécuté le test. Et le tout en réduisant le coût d'exécution. On a des coûts d'exécution de tests manuels. Pour un test manuel, un testeur, vu le salaire et son TJM, on peut compter 20 euros pour un test, 40 euros, 100 euros, hein, on a des abattes là-dessus. Le but de Linka, et c'est le modèle économique de Linka, c'est de vendre à l'exécution d'un test et un test exécuté étant 1 euro. Donc on voit tout de suite une plus-value et un ROI immédiat. Pour illustrer ça, je vais vous faire une démo de Linka dans l'environnement X-Ray sur Google Maps. Donc on va faire un trajet de la gare aux locaux de Smart Testing. On est sur Besançon. Le but, c'est de visualiser et de contrôler l'exécution. Je vais vous montrer ça. Et puis, de pouvoir publier les résultats directement dans X-Ray. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec Jira X-Ray, ici, on est dans Jira. On a bien des applications qui sont installées, donc X-Ray. Mais on a aussi Linka qui est disponible sur la marketplace et qu'on peut installer. Suite à une configuration, hein, on vient donner une clé API X-Ray à Linka pour qu'il puisse accéder aux tests qui se trouvent dans X-Ray. Linka va être capable de lire et d'écrire dans X-Ray. Ce qui va nous permettre, ici, quand on a des fiches et des fiches de tests, de pouvoir aller lire ce qui se passe et de lancer des exécutions. Comment ça va se passer? Ici, on veut un test sur Google Maps pour aller de la gare à nos locaux chez Smart Testing. Ce que je veux vous montrer ici, c'est le niveau d'expression nécessaire et d'abstraction nécessaire. On peut avoir des tests où on vient avoir un langage métier assez haut niveau. On n'a pas besoin de spécifier les champs où il faut cliquer, l'ID du bouton, l'ID du champ, où mettre la valeur, etc. On va pouvoir parler un petit peu différemment et rester assez haut niveau. Et donc, par exemple, ici, on va dire qu'on veut refuser les cookies, rechercher la gare Besançon-Franche-Comté TGV, la rechercher, vérifier l'adresse de la gare, puis créer un itinéraire en voiture avec pour point de départ la gare qu'on a sélectionnée avant et qui va à l'adresse de nos locaux. Le trajet doit faire moins de 20 minutes et passer par la N57, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous voyez bien qu'on n'est pas obligé d'avoir, on s'affranchit finalement du DOM, hein, des ID, etc. Et donc là, ça va nous permettre de pouvoir avoir une description action, résultat attendu assez métier et elle est suffisante pour Linka pour exécuter les tests. Si je viens ouvrir ici une fiche test exec, quand on est sous X-Ray, les tests que l'on a rédigés, on les ajoute à un test exec et ce test exec va avoir une liste de tests et d'habitude on vient ici les exécuter manuellement. Ce que propose Linka, c'est d'avoir directement un bouton qui va prendre les tests de la test exécution et qui va lancer l'exécution sur un URL donné. Hop, on va relancer. À partir de là, ça va nous permettre de lancer le test. Ici, il faut bien se rendre compte que l'exécution par agent prend des temps à peu près équivalents à un humain. Donc, on va prendre 2 minutes 30 à peu près pour ces deux tests. On va spécifier l'URL et lancer l'exécution.
Je vais aller vous montrer directement le résultat de l'exécution pour qu'on gagne un petit peu de temps. Ici, dans Linka, on va bien voir que les deux tests ont été lancés. J'ouvre un de mes tests et on va voir de quelle manière Linka fonctionne. On va commencer par dire je devais ouvrir l'URL Google Maps. Linka va donner une preuve de ce qu'il a réalisé. Il a réussi à ouvrir cette URL, donc il nous donne une capture d'écran. Ensuite, on va toujours fonctionner pareil, hein, on va lire l'action, les résultats attendus, et on va travailler en fonction. Linka lit l'action. Refuser les cookies, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, puis recherche la gare. Pour faire ça, Linka nous explique comment il a réussi à réaliser l'action. Il a eu besoin de scroller, il n'est pas allé assez bas, donc il a rescrollé. On a le bouton tout refuser qui est apparu. Donc, il a bien compris que c'était refuser les cookies. Il vient cliquer sur le bouton. D'ailleurs, il nous montre à quel endroit il fait cette action. Il va trouver le champ de recherche, saisir la gare Besançon-Franche-Comté TGV. Pour ça, on n'a pas eu besoin de donner d'ID au champ ou quoi que ce soit. Il a bien trouvé un champ lui-même et il est allé le remplir. Et il sélectionne la gare. À partir de là, il est dans un état où il va dire je peux vérifier le résultat attendu. Donc, cette adresse qui se trouve ici, je vais faire une capture d'écran pour venir vérifier qu'elle est bien affichée. Et effectivement, elle est bien affichée. Donc on comprend bien le but là, étape par étape, on va venir lire l'action, expliquer de quelle manière on la réalise, lire le résultat attendu et faire des assertions dessus. Si on vient sur un cas un petit peu plus compliqué, hein, sur la deuxième étape, c'est pour comprendre les capacités de raisonnement de Linka. Linka va être capable de dire, pour créer un itinéraire en voiture, je dois trouver le bouton de création d'itinéraire. Donc pour ça, il va bien détecter qu'il faut venir cliquer ici. Ensuite, Linka va être assez malin pour se dire, si je laisse l'itinéraire dans ce sens-là, vu que j'ai saisi déjà ma destination en premier, le chemin va être à l'envers. Donc il clique bien sur inverser source et destination. Et après, il va venir saisir la recherche, etc., jusqu'à venir pouvoir vérifier le résultat attendu. Pour le résultat attendu, on se rend compte qu'on a bien deux choses à vérifier. Et donc Linka crée une forme de checklist pour vérifier la durée du trajet et que l'itinéraire passe au bon endroit. Pour cela, il va réaliser une capture d'écran et il va bien comprendre que 20 minutes est supérieur à 14 minutes, donc on a bien un trajet inférieur à 20 minutes et qu'on passe bien par la N57. Il nous donne cette preuve-là et à partir de là, il va accepter et passer à l'étape suivante. Si on vient voir, c'est bien quand tout se passe bien, mais on va aller voir ce qui se passe quand on a un test qui est en échec. Ici, je lui ai demandé exactement la même chose, mais je lui ai demandé que le trajet prenne 10 minutes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'agent IA testeur par rapport à un agent généraliste. Ici, je lui ai demandé 10 minutes. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la même chose qu'avant pour arriver à ce stade, mais il va s'arrêter. Il va pas chercher à contourner le système, à sélectionner d'autres modes de transport, etc. Il va venir se dire, par rapport à la consigne qui m'a été donnée, je fais une capture d'écran, je vois bien que l'itinéraire par la N57, je le trouve, mais que je n'ai pas de trajet en dessous de 10 minutes. Et il vient nous expliquer ça. À partir de là, on a pu réaliser une exécution, on a pu vérifier sur les screenshots, éventuellement prendre une capture d'écran et dire, dans mon cas, j'aurais voulu que le trajet, il devrait apparaître en jaune plutôt qu'en bleu, par exemple. Donc, on peut faire des vérifications additionnelles en tant que testeur. Quand le résultat nous plaît, on va pouvoir l'enregistrer dans X-Ray. Et l'enregistrer dans X-Ray, ça va nous permettre de pouvoir avoir directement ici les statuts qui sont mis à jour avec quelque chose de normalisé et de standardiser les vérifications qui ont été effectuées. Par exemple, pour ce cas qui est en échec ici, on va aussi avoir la capture d'écran associée. À partir de là, on a été capable de prendre un test en langage naturel, de l'exécuter, d'enregistrer, de contrôler le résultat de son exécution et d'enregistrer son résultat dans X-Ray. Si vous voulez utiliser Linka
directement si vous n'avez pas X-Ray. On met maintenant à disposition MyLinka, qui va vous permettre de pouvoir copier-coller directement un test depuis Excel ou l'importer ici depuis un export Squash et pouvoir lancer l'exécution. Cette exécution, vous allez en retrouver un résultat de la même manière, détaillé. Donc, si vous voulez essayer Linka hors de X-Ray, vous pouvez essayer aussi de cette manière ou utiliser, Linka existe aussi sous forme d'une API, c'est un service et donc on documente l'API qui vous permet de pouvoir lancer des tests programmatiquement avec Linka. Donc voilà pour cette démonstration, mais du coup, ça vient montrer que le rôle du testeur peut évoluer avec ce type de technologie grâce à l'IA. Ici, on est bien sur, on va appeler notre testeur Bob. Il lance une campagne, donc il choisit ce qu'il veut lancer, hein. Il est bien décideur, il planifie. Linka va lire les instructions, réaliser les actions, vérification demandée, fournir les preuves d'exécution de ce qui a été réalisé. Et notre testeur, Bob, va valider, réaliser des vérifications additionnelles visuelles s'il le souhaite, ajuster les rapports et publier dans X-Ray, ici dans notre cas, dans son outil de test management en tout cas. Et là, on vient voir qu'on a forcément un gain assez énorme et surtout les tâches sur lesquelles Bob agit sont les tâches à plus forte plus-value. Euh, Est-ce qu'il a besoin de voir tous les écrans et de faire tous les clics et tous les remplissages de champs lui-même? A priori, c'est vraiment quelque chose qu'on peut déléguer pour gagner du temps. Et le temps, c'est 80% gagné, ici peut être passé à autre chose. Euh, donc, on va en discuter. Euh, sur Linka, on va pouvoir aussi se dire, est-ce qu'on n'a pas un effet, alors je vous ai parlé de robot tondeuse, trottinette électrique, c'est une nouvelle capacité d'exécution qui arrive. Ben, la trottinette électrique, on avait à la base des piétons et des cyclistes, elle a redistribué les usages. Elle les a pas remplacés. Tous les piétons ne se sont pas mis à faire de la trottinette et pareil pour les vélos. Euh, L'IA va pas supprimer le test manuel. L'IA amène une nouvelle possibilité d'exécution, comme l'automatisation l'a fait avant. Maintenant, du coup, la question, c'est pas est-ce que l'automatisation doit remplacer le test manuel? On a vu que pour le moment, c'est pas le cas et qu'on a eu plutôt une distribution des rôles différents. Maintenant, c'est la même chose avec l'exécution par agent IA. Quel est le moyen le plus adapté d'exécuter ce test? C'est vraiment la question. Voilà, est-ce qu'on va prendre l'IA, un agent IA, est-ce qu'on va automatiser ou est-ce qu'on va rester sur du test manuel? Et pour ça, on se retrouve donc dans ce débat. C'est plus doit-on automatiser, mais qui ou quoi doit exécuter ce test? Et chaque méthode a ses avantages. On a des tests automatisés qui vont être très performants sur du test de régression. Quand le test de régression et quand on a des tests qui sont répétitifs, qui sont stables, maîtrisés, que les scénarios sont déterministes et qu'on n'a pas besoin d'une interprétation humaine et qu'on veut exécuter fréquemment. L'avantage de ça aussi, c'est de se rendre compte que les tests sont là pour amener un niveau de confiance aux différentes parties prenantes du projet. Typiquement, un développeur a besoin d'un feedback rapide à chaque push, à chaque commit et d'un niveau de confiance suffisant pour continuer à travailler. Et s'il a besoin qu'un test soit automatisé pour cela, il est important de l'automatiser. Pour des tests exploratoires, pour des tests qui nécessitent vraiment de vérifier l'UX, d'avoir des vérifications visuelles très poussées, ou alors quand le métier est complexe et qu'on a un raisonnement vraiment à avoir par rapport aux tests, euh, on a des tests manuels qui sont très adaptés et encore plus sur des fonctionnalités très mouvantes, très instables ou en cours d'évolution, euh, puisqu'on risque souvent d'avoir des scénarios très peu décrits. Et dans ce cas-là, quand ils sont très peu décrits, on va laisser l'intelligence humaine venir vérifier.
Ensuite, on a les agents IA quand on est vraiment basé sur lui, que les tests sont répétitifs, hein, mais que c'est difficile à automatiser. On peut avoir des ID, des sélecteurs qui bougent, on peut avoir beaucoup de choses qui rendent les tests difficiles à automatiser, mais aussi à maintenir. Et quand le test est déjà décrit en langage naturel, on peut passer par un agent IA. L'idée de ça, c'est vraiment de pouvoir passer à l'échelle sans avoir du tout de maintenance et de représentation intermédiaire entre mon scénario et son exécution. Je n'ai pas de code, j'ai pas de no-code et j'ai pas d'enregistrement de capture and replay à faire. Et du coup, l'idée, c'est plutôt comme nos trottinettes, hein, de pas opposer, mais de combiner intelligemment. On a des capacités d'exécution différentes. Le but, c'est de pouvoir les utiliser indépendamment l'une de l'autre, ou plutôt ensemble, mais chacune pour son rôle, et ne pas dire c'est tout automatisé ou tout manuel ou tout via. En conclusion, euh, le test manuel n'est pas mort. On en a parlé hein, depuis 15-20 ans et je pense que vous avez tous ressenti ça. On nous a prédit que ça allait disparaître et on voit bien que c'est pas le cas. Par contre, il évolue. Il évolue. La différence par rapport à l'automne, c'est que l'IA là vient donner des capacités potentiellement de renforcer le test manuel et de pouvoir venir l'outiller et de permettre de passer plus de temps sur des tâches à plus forte plus-value. Et donc, on entend souvent, et dans beaucoup de métiers, les XXX vont disparaître et seront remplacés par les XXX qui utilisent l'IA. Si on parle vraiment des testeurs, cette phrase marche. Mais on parle souvent de métier. Là, on peut parler aussi de type d'activité. Le test manuel, si on le met dans la phrase, on se rend compte que ça marche pas mal. Et donc, on va vers une transition et une autre façon et une amélioration des capacités d'exécuter les tests manuels sans pour autant les supprimer. Donc, voilà. Pour moi, la conclusion, ce serait que le test manuel n'est pas mort. Euh, pour essayer Linka, selon que vous soyez sur Jira déjà avec du X-Ray, vous pourrez directement aller sur la marketplace Atlassian pour pouvoir installer l'appli Linka. On met aussi à disposition MyLinka. Donc, on va pouvoir vous mettre un lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés de pouvoir y aller. Et ceux qui veulent plus d'informations et creuser le sujet pour démarrer un essai, n'hésitez pas à venir sur mon calendrier. Vous pourrez trouver ici mon agenda partagé pour pouvoir mettre en place éventuellement un peu. Merci de votre attention. Je vais regarder les questions. Euh, et donc, tâchez d'y répondre. J'ai une première question. Est-ce que Linka peut exécuter des tests écrits en langage Gherkin? Ok, donc on va aller sur Linka. Donc je vais vous montrer ça. En fait, on a la capacité avec Linka, justement, quand on est dans X-Ray, euh, d'avoir, parce que dans X-Ray, on va avoir vraiment une nature pour les tests. Et quand le test est bien un test Gherkin, on va être capable de l'exécuter avec Linka. On a un avantage, hein, on met souvent le statut, on a un statut sur les tests Gherkin qui est une granularité test et non pas step. Ce que l'on vient faire avec Linka, c'est vraiment décomposer et donc c'est le même test que tout à l'heure, hein, mais avoir vraiment étape par étape, given, when, then, et pour chaque étape montrer ce qui passe ou ce qui ne passe pas. Donc c'est natif, hein, on a vraiment déjà cette capacité d'exécution avec Gherkin directement dans X-Ray. Donc, quand vous êtes dans X-Ray, que vous utilisiez le test manuel ou les scénarios Cucumber, vous pouvez exécuter avec Link. Donc, je vais suivre les autres questions. Linka est-il
uniquement limité au site web. Qu'en est-il des applications mobiles? Alors, on sait qu'en Abo, hein, on a une équipe IA dédiée sur Linka qui travaille sur les capacités d'exécution. On est capable déjà d'exécuter sur des applications mobiles. À l'heure actuelle, la version ici ne supporte que tout ce qui tourne dans un browser. Donc, les applications web, on y viendra forcément. Hein, c'est quelque chose qui est de toute façon demandé qui arrivera par la suite. Euh, Comment sont gérés les credentials? Alors, on a des capacités de pouvoir définir des données sensibles. Au moment où on vient lancer une exécution, je vais ouvrir une fiche pour lancer l'exécution. On va être capable ici de pouvoir saisir et spécifier des données sensibles. L'idée de ces données sensibles, c'est qu'elles vont être chiffrées de bout en bout et elles vont n'être utilisées qu'au dernier moment par l'outil qui va remplir la donnée au bon endroit. Donc, elle n'est pas envoyée à un modèle, par exemple. Donc, oui, on est capable de gérer les credentials euh, sur Linka. Alors, quel est le niveau de fiabilité des résultats d'exécution? On a un benchmark. Je vous ai parlé d'une équipe et d'un labo IA. Donc, on a plusieurs années de recherche sur Linka. Et au fil du temps, on a créé un benchmark qui est venu regrouper des tests de différents clients et qui nous permet d'avoir une grande variation et variabilité dans les tests. Et donc là, on est au-dessus des 80% d'exécution en succès correct. On passe des jalons. La dernière architecture que l'on a mis en place, c'est même au-delà de ces scores. Alors, Linka s'appuie sur des scénarios de test pour tester les interfaces. Vu que l'agent ne se base pas sur des sélecteurs CSS ou identifiants, cela suppose qu'on soit précis dans la description des pas de test, par exemple l'intitulé des boutons. Alors, il faut imaginer Linka comme un sous-traitant humain. Euh, si vous avez un collègue qui ne connaît pas encore l'interface ou le métier, on a besoin que Linka ait une description d'un niveau nécessaire et suffisant pour pouvoir exécuter si on ne connaissait pas le contexte. Donc là, si on dit, par exemple, créer une facture, Linka va lui-même trouver le bouton de validation de la création de la facture. On n'a pas besoin de lui donner un sélecteur CSS ou un identifiant ou le nom du bouton. Par contre, il faut venir être assez précis dans ce que l'on veut comme création de facture, par exemple. Donc, imaginez vraiment Linka comme un sous-traitant humain à qui on va donner des instructions. Si moi, en ne connaissant pas votre métier, je devais exécuter vos tests, qu'est-ce qui serait nécessaire et suffisant pour moi pour pouvoir exécuter? Et là, comme je vous en parlais tout à l'heure, l'avantage de ces agents GUI et spécifiquement de ces agents testeurs, c'est cette capacité à agir comme un humain, donc à interpréter pour pouvoir exécuter. Alors, est-ce que Linka va s'intégrer avec d'autres outils de test management? Oui, c'est bien les plans. Par exemple, on est en discussion et même des travaux sont avancés avec NX pour travailler sur Squash, par exemple, qui est un outil qui est très utilisé en France. Donc le but, oui, de Linka, c'est aussi de venir étendre le support à d'autres outils de test management. Ici, en attendant, on a bien des capacités de pouvoir importer, si ça vous permet déjà de pouvoir tester la valeur et vous rendre compte du fonctionnement de Linka. N'hésitez pas à venir sur MyLinka. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le chat. Mais vous pouvez utiliser MyLinka pour pouvoir tester les capacités de l'outil en attendant qu'on arrive dans les autres outils de test management. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai pas mal de questions. Je continuerai d'y répondre par mail. Donc, n'oubliez pas de répondre au questionnaire qui va vous être envoyé.
Je vous remercie beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à réserver une démo ou à venir directement essayer Linka par vous-même, soit directement dans X-Ray, soit sur MyLinka, pour vous faire une idée. Merci à tous.